Bonjour à tout le monde. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour la luminosité complètement pourrie qu'il y a dans cette chambre. Oui, parfaitement. Il fait beau dehors, il est genre midi ou 13h ou quelque chose comme ça. Et cette chambre est tellement mal illuminée que, ouais, il n'y a rien à faire pour avoir une bonne luminosité, même naturelle. Et non, je n'ai pas investi dans des machins lumineux pour améliorer la luminosité. Combien de fois ce mot a-t-il été dit dans cette vidéo? Bref, oui. Mais toutefois, nous pouvons quand même passer au centre du problème, parce que vous n'avez pas besoin forcément de me voir en super HD pour m'écouter, mais juste de vos oreilles, et donc du son, qui, je le reconnais, est également très pourri, probablement parce que je n'ai pas le micro. Mais écoutez, vous m'entendez, donc yay, let's go. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Zola. Donc Zola, vous le connaissez, je le connais, les bac S le connaissent, absolument tout le monde le connaît, et donc je pense qu'on n'a pas forcément besoin de le présenter. Et pourtant, eh ben, il y a plein de trucs intéressants sur Zola que j'avais jamais su, ni au lycée, ni l'année dernière en lettres modernes, tout simplement. Donc j'étais dans ma deuxième année de licence. Et donc cette année, je suis en troisième année. Et ironiquement, bah, je suis en Erasmus en Angleterre. Du coup, j'ai pris des cours de littérature française et bah, j'ai donc étudié Zola. Donc Zola, un peu du point de vue anglais. Et franchement, bah, j'ai appris vraiment des choses que je ne connaissais pas ou que je connaissais enfin, un petit peu, mais pas tellement. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire partager cette vision nouvelle, qui n'est pas si nouvelle que ça au final, sur Zola. Et donc, comme vous le savez, bah, le naturalisme, c'est quoi? C'est un mouvement qui embête beaucoup, qui met à rude épreuve votre patience, qui met des pages et des pages de description, mais c'est pas que ça. C'est également un mouvement qui consiste en fait à mélanger en quelque sorte les sciences et la littérature. Et oui, selon Zola, un écrivain, c'était un peu comme un médecin en fait. Euh, en fait, on pouvait remplacer le mot médecin par écrivain, ça marchait mais carrément, genre aucun problème. C'est vrai qu'on pourrait se demander c'est quoi le point commun entre un écrivain et un médecin. Parce que bon, un médecin ça guérit, puis un écrivain bah ça écrit. Et Zola, il considérait que c'était presque la même chose, genre ouais, bien sûr, it's obvious. Mais oui, c'est pas si obvious que ça. Pour nous, en tout cas au XXIe siècle, c'est pas si obvious que ça. Zola s'est inspiré de Claude Bernard pour faire son roman expérimental qui parle de la méthode de l'écrivain dans le naturalisme. Donc la méthode de l'écrivain dans le naturalisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'observer. Voilà, la clé c'est d'observer. Tout, même vous. La clé c'est vraiment d'observer, d'analyser et puis de noter les faits. L'objectif de Zola c'était vraiment de monter toute une expérience à travers sa plus grande œuvre, son chef-d'œuvre de vie, les Rougon-Macquart. Je suis sûre qu'il y a au moins un d'entre vous qui regarde cette vidéo qui a étudié une œuvre des Rougon-Macquart. Et je ne parle pas de l'œuvre. Et les Rougon-Macquart, c'est donc une série de romans qui mettent en scène un personnage différent à chaque fois, mais qui fait partie de la même famille. Donc la théorie que Zola voulait illustrer avec l'œuvre des Rougon-Macquart, c'était la théorie de la dégénérescence. La théorie de la dégénérescence, c'est quoi? Concrètement, c'est un petit peu l'inverse de la théorie de l'évolution, bien que la théorie de l'évolution, donc de Darwin, serve justement à élaborer cette théorie de dégénérescence. Alors je m'explique. Ça consiste à dire que le progrès, bah, c'est néfaste et ça mène au l'inverse du progrès, qui est la dégression, je crois. Pour Zola, l'humanité, elle, régresse à cause des progrès, de n'importe quel progrès, les progrès techniques, les progrès médicaux, tout ce que vous voulez, et ça mène vraiment l'humanité à sa déchéance. Basically. C'est pas trop une vue pessimiste, n'est-ce pas, hein, du tout. Mais Zola n'était pas le seul à penser ça, parce que donc, Zola s'est inspiré d'une théorie. La théorie a été faite par plein de gens, donc je vais juste vous citer Nordau par exemple, ou alors Lombroso. Et je vous les cite pas du tout parce que j'ai mis ces deux-là dans ma dissertation de fin d'année sur Zola, absolument pas. En fait, la dégénérescence, bah, c'est quelque chose qui fait qu'un être humain va avoir une sorte de tare en lui-même. Et cette tare va le mener un petit peu à sa perte. Et c'est quelque chose qui est inné. Donc il naît avec cette tare.
Ces tares dans l'œuvre de Zola se traduisent notamment par l'alcoolisme, mais aussi d'autres choses. C'est pour ça, je vous propose d'étudier vite fait, en tout cas, le roman La Bête humaine de Zola, pour voir un petit peu plus c'est quoi cette théorie concrètement. Donc dans La Bête humaine, l'histoire se focalise sur Jacques Lantier, qui est un mécanicien. Donc un mécanicien, c'est quelqu'un qui travaille dans un train. Et donc les trains, à l'époque, c'était un gros symbole de la révolution industrielle, et donc du progrès technologique. Vous le sentez là, le progrès qui va être tourné en déchéance humaine. C'est pas pour rien que Zola a choisi l'univers des trains pour contextualiser l'histoire de la bête humaine en fait. C'est un élément pas juste qui les entoure, mais vraiment qui participe à l'intrigue. Revenons au résumé. Notre cher Jacques Lantier est donc un membre de la famille des Rougon-Macquart. Jacques a donc une tare familiale, et chez lui, cette tare, c'est qu'il a des pulsions meurtrières dès qu'il est proche d'une femme. Et ouais, c'est un petit peu problématique pour Jacques. Hein. Parce que bon, Jacques, lui, en soi, il veut pas éprouver ses pulsions meurtrières, il veut pas assassiner les gens. Mais c'est vraiment dès qu'il se retrouve proche d'une femme, c'est bon. Il se métamorphose, il a envie de tuer, et voilà, c'est pas sa faute en quelque sorte, c'est sa tare de naissance. Hein. Si Jacques est le personnage principal de La Bête humaine, ce n'est toutefois pas lui qui commence le roman. Nous commençons le roman avec Roubaud, qui est un jeune homme qui est marié à Séverine. Et jeune homme, peut-être qu'il est genre, je vous avoue que je ne sais pas, j'ai dit jeune homme comme ça. Sauf qu'un jour, il découvre que Séverine avait une liaison avec son tuteur, qui était le président Grand Morin. Et Roubaud est pris de jalousie, mais jalousie intense, un petit peu comme dans les tragédies grecques, le genre de truc qui vous pousse à faire des conneries. Et donc il va aller tuer Grand Morin en guise de représailles. Donc voilà, c'est une punition pas du tout disproportionnée, n'est-ce pas? Et donc ils vont le tuer dans un train. Donc Séverine est obligée aussi d'être complice de ce meurtre, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc il le tue dans un train. Et Jacques, faute d'exprès, à ce moment-là, il est un peu à l'extérieur et il voit le meurtre. Il assiste au meurtre. Donc à partir de ce moment-là, il y a une enquête qui va se mettre en place. Et Jacques va finir par se retrouver forcément lié au Roubaud. Et donc, il va finir par avoir un petit béguin pour Séverine. Et bon, je vais pas vous raconter la suite non plus, mais vous avez un petit peu vu le truc. Donc la théorie de la dégénération dans cette œuvre, elle n'est pas seulement visible à travers le personnage de Jacques, mais elle est également visible à travers le personnage de Roubaud. Et oui, Roubaud, il a en quelque sorte au début du roman la barre des jaloux, donc c'est un truc au front, et donc ça indique que la jalousie c'est quelque chose qu'il a toujours eu, et donc c'est cette jalousie qui l'a fait tuer Grand Morin, et qui le mène donc à la déchéance. Mais Grand Morin, techniquement, il était aussi dégénérescent, hein, vu qu'il avait quand même une liaison avec Séverine, Séverine qui est sa pupille, hein, donc on peut se douter également que ce personnage-là est dégénérescent. Mais on l'a pas vu longtemps, donc voilà, à la limite, lui, on peut le mettre entre parenthèses. Il y a d'autres personnages qui sont dégénérescents dans l'histoire, et je vous laisserai en fait les voir si vous décidez de lire ce roman. Parce que je peux pas trop vous en dire non plus sans vous spoiler. Et voilà. Bon, après, vous vous en doutez, hein, c'est un roman pas super optimiste. A priori, la théorie de la dégénérescence, c'est pas le plus optimiste qui soit. Cependant, le roman n'est pas seulement une illustration de cette théorie, c'est également en fait un petit peu une dénonciation du système judiciaire de l'époque. Parce que dedans, avec le meurtre, forcément, il y a quelqu'un qui est accusé. Et qui est accusé à tort. Donc ce quelqu'un se nomme Cabuche. Cabuche, c'est le seul personnage innocent, à peu près, du roman. C'est un peu je sais pas, un gros nounours en quelque sorte, mais vu qu'il est tout moche, tout le monde croit qu'il est super méchant, alors que pas du tout. Donc il se fait accuser. Et donc ce genre de choses se produisait vraiment dans la vie de Zola, donc on peut forcément se référer, donc ça c'est quelques années après, mais voilà, ça prouve que Zola avait raison, à l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que la bête humaine, ça dépeint vraiment des choses pas super optimistes. Au final, c'était super pessimiste. On peut retrouver ça d'ailleurs à travers un autre mouvement, qui est le mouvement du décadentisme. Donc c'est un mouvement qui est entre autres animé par Dorian Gray, bien sûr. Certainement, mais le truc c'est qu'il n'a pas existé, par Oscar Wilde.
n'est-ce pas? Et aussi par Beardsley ou encore par Rachilde. Donc Rachilde, elle est française et elle a fait des œuvres vraiment hyper perturbantes. Peut-être que je vous en parlerai un jour dans une autre vidéo si j'ai le courage, mais je vous avoue que là, j'ai pas envie de vous en parler parce que c'était tellement bizarre. Donc oui, les décadentistes. Ah, et bien sûr, en France, il y a Huysmans. Évidemment, faut pas l'oublier. Mais oui, les œuvres décadentes, en fait, c'est complètement... c'est différent du naturalisme dans le sens où ça fait appel à l'imaginaire. Et les deux mouvements étaient un petit peu en compétition et tout, ils s'aimaient pas forcément beaucoup. Et au final, les deux découlaient un petit peu du pessimisme de l'époque et de la théorie de la dégénération, parce que voilà. À la fin de cette vidéo, c'était pas destiné à être une vidéo hyper précise, mais c'est juste que je me suis dit, est-ce que Zola et la théorie de la dégénérescence, j'ai toujours du mal parce qu'en anglais ils disent la degeneration theory. Et du coup, j'ai envie de dire la théorie de la dégénération, sauf que je crois que ça ne se dit pas et que voilà, c'est pas exactement la même chose. Mais vous avez compris, je voulais juste vous partager un petit peu ce que j'avais appris ce semestre, parce que oui, je savais que Zola et la science c'était des potes, mais la théorie, toute l'histoire avec la théorie de la dégénérescence, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant en fait, et je vous invite à vous renseigner davantage, même si ça demande pas mal de boulot. Donc les principaux acteurs en fait de cette théorie sont Nordau et Lombroso si vous voulez, parce que Lombroso c'est l'auteur de L'homme criminel et la femme criminelle et nan. Et en fait en gros ça peut se rapporter un petit peu au personnage de Roubaud par exemple dans La bête humaine avec la part des jaloux, ou même d'ailleurs Jacques qui a aussi des caractéristiques physiques de sa tare. Oui voilà Lombroso il disait que il y avait des caractéristiques physiques d'état en gros. Donc voilà, c'est pour ça il étudiait les criminels, genre leur physionomie du visage et compagnie, et c'était très fun. Et je crois qu'il a étudié la physionomie du crâne de Zola également, qui était très content. D'après ma prof, hein, genre elle l'a connu et tout. Et Nordau, il n'aimait pas non plus beaucoup Zola, il le considérait comme un génie dégénérescent. Donc voilà, un génie, mais qui avait une tare forcément aussi. Donc voilà, tranquille. Bref, allez, je vais vous laisser profiter de votre magnifique journée sur l'ordinateur. Et je vous dis à la prochaine!